bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Cosmo News, la tempête solaire. On commence avec le 7 septembre, la Lune qui avait pris une allure de brésier céleste, une luna de sang, comme on dit, une éclipse totale visible depuis la Suisse, la France et une belle partie du globe. C'était pas une prophétie de fin du monde, c'était une mécanique céleste bien connue. Oui, quand la Terre passe pile entre le Soleil et la Lune, son ombre recouvre notre satellite. Et comme notre atmosphère filtre la lumière, le bleu et le vert disparaissent, laissant seulement passer le rouge. Résultat, une lune écarlate, baignée par la lueur du soleil filtrée dans nos ciels. Et des millions de personnes ont immortalisé l'événement. En Suisse, on voyait cette lune rouge se refléter dans les lacs ou se poser au-dessus des Alpes. Malheureusement, en France, comme on l'a dit, il y a plusieurs d'entre vous qui nous ont relaté qu'il y avait trop de nuages. Heureusement, il y a le Japon qui a pris des super photos pour nous. Pour rappel, la prochaine lune de sang comme ça aura lieu le 31 décembre 2028. Donc celle-ci, il fallait en profiter. Donc merci aux Japonais pour leurs photos. C'était beau, ça c'est ce qu'on pouvait voir depuis la Suisse justement, l'ouverture comme ça de la lune rouge. Et après la beauté de l'espace, on va parler du chaos, une tempête solaire qui nous a frappé en date du 2 septembre. Planète qui a dû encaisser ça avec une tempête qui a été dite cannibale. Donc c'est un terme astronomique, c'est du sérieux. C'est quand deux éjections de masse coronale, donc des parties du Soleil, qui sont à quelques heures d'écart, fusionnent en route et frappent après la Terre. Et là, c'était violent, des particules lancées à 2,1 millions de km/h. Résultat, des satellites perturbés, des opérateurs de réseau électrique en alerte et surtout des aurores boréales visibles beaucoup plus au sud qu'à l'habitude. C'est un spectacle qui était magnifique, mais rappelons que les tempêtes solaires, c'est avant tout quelque chose de très dangereux. Un événement comme celui de Carrington, qui était en 1859, avait provoqué des incendies dans les lignes télégraphiques. Et imaginez ça aujourd'hui avec Internet, les satellites, avec tous les 2000 Starlink qu'il y a au-dessus de nos têtes. Ça ferait un bordel pas possible. C'est pas faux, hein. Cette fois, pas de dégâts majeurs, mais ça montre que le Soleil, en s'approchant de son maximum d'activité, attendu pour 2025-2026, nous réserve encore des coups de chaud. Je vous ai un peu spoilé pour la prochaine actu. Ça va être l'heure d'inaugurer notre nouveau slogan. C'est l'heure de la rubrique Falcon Punch. Le 6 septembre, SpaceX a franchi une étape folle. Plus de 2000 satellites Starlink lancés rien qu'en 2025. En 9 mois, ils ont envoyé plus de satellites que certains pays en toute leur histoire. Ce lancement qui a eu lieu depuis la Floride a ajouté 24 nouveaux satellites à la constellation. Et le booster Falcon 9 qui les a mis en orbite effectuait son 24e vol. Donc preuve que la réutilisation est vraiment une réalité. Ils peuvent encaisser des tonnes de vols aller-retour comme ça, comme des camions de livraison au final. Résultat, plus de 7500 satellites Starlink actifs autour de la Terre. Objectif, offrir Internet global à des régions les plus isolées jusqu'aux bases polaires. Ça ne fait pas que des zéros. Les astronomes dénoncent une pollution lumineuse, les traînées de Starlink, qui gâchent les photos du ciel profond. C'est connecter le monde, oui, mais à quel prix? Sachant que là, on est sur une constellation de plus de 8000 satellites déjà. Donc combien de satellites faut-il dans le ciel pour qu'on ait enfin un internet correct et que ça arrête de laguer pour Cosmo News? C'est un grand mystère. Et l'autre mystère est où se cache Fermi, cette grande question? On a trouvé une nouvelle planète susceptible de regorger de la vie. C'était le 8 septembre. James Webb qui a observé Trappist 1. Donc je sais pas qui donne les noms, mais appeler ça littéralement Trapp, c'est pas une idée de génie. Il y a une exoplanète qui fait la taille de la Terre et qui a trouvé un signe révolutionnaire, donc une possible atmosphère autour de la planète. Les analyses montrent une enveloppe dominée par l'azote. Pas d'atmosphère disparue comme sur Mars, pas de CO2 infernal comme sur Vénus, mais quelque chose de stable qui rappelle la Terre. Le système a été découvert en 2017, donc ils l'ont appelé le système Trappist, d'où le nom des planètes qu'on va pouvoir visionner actuellement, qui avait déjà enflammé l'imaginaire avec 7 planètes rocheuses. Mais là, en fait, on franchit un cap parce qu'on découvre qu'il y a peut-être de l'eau liquide. Et qui dit eau liquide dit de la vie. Pas de bière belge sur place malgré le nom, mais peut-être des conditions propices à la vie. Ce qui en ferait l'un des mondes les plus prometteurs hors du système solaire. Regardez si elle est pas belle cette image. Et comme on dit justement, toutes les planètes ont trouvé des noms. En fait, c'est Trappist 1, E, F, G, H, B, C, D. Et il y a tout un petit système comme ça. On peut analyser grâce à James Webb. On le remercie.
si vous pouviez envoyer votre nom sur une de ces planètes, qu'est-ce que vous enverriez comme nom? Ou si vous aviez la capacité de l'envoyer sur la Lune? C'est notre prochaine actu. Tu peux choisir ou graver ton nom sur la planète. Ah, gravé. Faut le graver en gros quand même, parce que pour le voir de loin. La NASA a relancé une de ses traditions geeks. Gravez vos noms dans l'espace. Cette fois, ce sera pour Artemis 2. C'était le 9 septembre qu'ils ont annoncé que chacun pouvait inscrire son nom en ligne pour qu'il soit embarqué sur une clé numérique dans le vaisseau d'Orion, qui fera le tour de la Lune en 2026. Donc, en plus de collaborer pour Orion, Artemis vous propose d'embarquer sur place. Il avait déjà fait ça pour Parker Solar, Probe ou Mars. On inscrit des millions de noms qui flotteront à jamais dans le vide, comme une archive de notre époque. Et imaginez dans des siècles une civilisation qui retrouve cette clé et qui trouve nos pseudos, ou qui trouve des figurines qu'on aurait envoyées dans l'espace. Genre des figurines de Trixie, premier dinosaure lunaire. Ça serait pas trop la classe? Le merchandising jusqu'à la Lune. Le Zoblerex, là. Et en ayant la tête dans la Lune, on va voir ceux qui ont aussi la tête dans l'ISS. On appelle ça avoir la tête dans le cul. On a été polis. En tout cas, il y a du nouveau dans l'ISS, le 9 septembre, toujours. Ils ont vu repartir en fait le cargo russe Progress 91, qui s'est consommé dans l'atmosphère après mission. Donc là, il n'y a pas de réutilisation, le truc s'était effacé dans l'atmosphère. Mais la logistique continue. Progress MS-32 attend son tour côté russe et côté américain. C'est Cygnus NG-23 XL qui s'apprête à décoller. L'ISS, c'est devenu une aire d'autoroute spatiale. On décharge, on recharge et on repart. Et c'est crucial parce que sans ces cargos, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de carburant, il n'y a pas d'expérience scientifique. Là, derrière chaque vol habité comme ça, il y a des dizaines de vols de ravitaillement. Et ceux-là, on les a tous explorés dans Cosmo News. Le Cargo Dragon, qui était là pour pousser l'ISS et lui donner plus de distance. Le Crew 11, dont on avait parlé 2 fois avec toute l'équipe de la NASA et des Russes qui sont partis. Et là, c'est du ravitaillement donc pour la nourriture qui est russe. Parler de ceux qui ont plus. On peut parler des Américains qui augmentent leur défense. Washington muscle la défense spatiale. Le 9 septembre, Axios a réuni à Washington des militaires, des ingénieurs et des experts pour discuter de l'avenir de la sécurité spatiale. Leur première mesure étant de sécuriser leur site pour que je prenne 3 heures à m'y connecter. Pas un super grand article, c'était avant tout une grande conférence qui a duré 1 heure que j'ai eu le plaisir de me taper. Et je peux vous dire un truc, c'est que le ton, il était clair. L'espace, c'est plus un terrain neutre de science, c'est devenu un champ de guerre stratégique. On y parle d'armes anti-satellites, de brouillage, de surveillance globale. On a pu entendre le terme Space Weapon, c'est du sérieux. On n'invente rien. En 2007, la Chine avait détruit l'un de ses satellites avec un missile provoquant une pluie de débris. Les États-Unis ont fait pareil en 2008, l'Inde en 2019, la Russie en 2021. À chaque fois, le danger est immense. Un débris de quelques centimètres peut détruire un satellite. Et aujourd'hui, avec les méga constellations, comme on l'a vu avant avec SpaceX par exemple, qui ont déjà juste 2000 satellites cette année et qui ont plus de 8000 satellites au-dessus de nos têtes, je pense bien que si t'en casses un, tu crées un effet en chaîne qui est digne d'un film de science-fiction, je pense, avec des météorites qui nous tombent sur la tête. Ils peuvent aussi couper l'internet spatial, paralyser tout un pays. Et c'est pour ça que Washington là, veut toujours se placer au-dessus. C'est des phrases qui ont beaucoup été dites lors de la conférence. Et, pour le moment, on n'est pas les leaders de l'espace et notre but, c'est d'être les leaders. Bref, ce qui se joue, c'est une nouvelle course aux armements, mais dans le vide spatial. Un Star Wars sans Jedi, juste des généraux et des budgets. C'est pas faux, mais en gros, il lui parlait de la mise en place du projet sur les Cyber National Guard. Il lui demandait en quoi ça consistait, donc est-ce que c'était des robots ou des gens qui travaillaient plus dans la technologie, donc pour le hacking et la protection des réseaux. Il parle beaucoup de la Chine, qui en fait prend petit à petit des petits pays pour s'allier à eux. Et il cherche en fait les réponses proportionnelles qui pourraient être données en cas d'attaque de la Russie ou d'autres. Voilà, en gros, c'est que les États-Unis prennent très au sérieux le fait que si mon adversaire monte en puissance, comment moi je dois réagir. Donc imaginons qu'il nous fasse tel genre d'attaque, comment nous est-ce qu'on réplique. Il s'annonce clairement qu'il y a un nouveau Space Race, je le dis là, à 24-40. Is it fair to say there's another space race afoot, or is that a bit exaggerated?
C'est vrai, Et bref, bon, c'est pas En très disant- utile de tout vous passer, mais en tout cas, une grande conférence où des grandes têtes du monde spatial américain sont venus donner leur avis sur tout ça. Start big L'histoire de la picture. guerre, ça Why sent is pas the bon. conversation about satellite space and security On so va important? voir, mais Oh my gosh. We are in a race ça right se now with met encore un China peu là. in Et après, space. si c'est la because muerte, China's la mort en space espagnol, on va moins unlocks the rigoler de la mort. invasion of T'as bien gâché la réplique du type, mais c'est pas grave. Oh my gosh, we are in space race against the China. Et qu'est-ce que la Chine fait pendant ce temps? Elle crée aussi des sites. Je vais même pas les lancer, ça va prendre 3 ans à charger, mais je les ai imprimés. Donc, que fait la Chine pendant que les États-Unis ont peur? La Chine lance aussi avec succès des constellations. Donc, le 9 septembre, la Chine qui a enchaîné 2 lancers de missiles en 7 heures. À 3h48, une fusée Jialong 3 a mis en orbite la constellation Geely 5 pour la communication et la navigation. Puis à 10h, une longue marche 7A a lancé Yaoguang. 45, un satellite d'observation terrestre pour surveiller les ressources et les catastrophes naturelles. Oui, une démonstration de puissance, de cadence, de fiabilité et de diversité des missions. La Chine qui veut montrer qu'elle aussi elle peut tenir tête aux États-Unis. Et comme on peut voir, elle arrive à leur faire peur. C'est que ces lancements, même si on n'a pas autant de détails que pour SpaceX, sont quand même impressionnants et leur permettent d'avoir leur nouveau système satellite, comme on l'avait vu dans un précédent Cosmo News, le système Beidou, qui arrive à concurrencer les Américains et même à brouiller les signaux GPS pour les rendre aveugles, pendant qu'eux arrivent à avoir leur carte avec leur GPS. Donc l'histoire entre la Chine et les États-Unis dans l'espace n'est pas terminée. Et une autre histoire qui ne se terminera pas tout de suite, c'est la recherche de Fermi. D'ailleurs, n'oubliez pas, le 5 octobre, il y a Fermi trouvant le protocole de 14h à 18h. Mais en attendant, on a eu un retour de Mars. Persévérance et Saphir Canyon. Le 10 septembre, Persévérance a présenté un nouvel échantillon martien, Saphir Canyon, une roche bleutée extraite dans une zone où l'eau aurait pu couler. Et cet échantillon est précieux, parce que les infos, je sais pas s'il a mis à jour sur l'article, elle venait dans une conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui à 17h, qu'on a regardé avec Trexip. Et du coup, on peut dire que cet échantillon, c'est un échantillon précieux, car il pourrait contenir des indices chimiques sur l'eau dans le passé de Mars. Et qui dit eau dit le potentiel trace de vie ancienne. D'ailleurs, certaines pierres pourraient même avoir été façonnées par d'anciennes formes de vie, même une sorte de signature biologique dans le fond. Chaque forage de Persévérance, c'est une page d'histoire géologique martienne. Après les carottes récoltées en 2023, voilà une nouvelle pièce du puzzle. Et rappelons-le, ces échantillons doivent un jour revenir sur Terre via la mission Mars Sample Return. La NASA l'a redit, ce retour serait une étape décisive dans la quête de la vie ailleurs. Et ça s'inscrit dans un contexte encore plus large. C'était au début. Surtout prévu pour Artemis 3, qui est en fait prévenu pour ramener 4 astronautes sur la Lune. Donc ils veulent remettre des humains sur la Lune et y maintenir une présence durable. En fait, la NASA veut montrer qu'elle est prête à réaliser l'impossible, à retourner sur la Lune et surtout à y maintenir des campements militaires pour le compte des États-Unis et un leadership clair dans un second Space Race qui est clairement lancé. Et ce n'est pas tout, Europa Clipper va bientôt partir explorer les lunes glacées de Jupiter. Dragonfly, un drone de la taille d'un SUV, doit s'envoler vers Titan pour explorer ses lacs liquides et bien sûr le James Webb et le Nancy Grace Roman continuent à scruter l'univers à la recherche de mondes habitables. Bref, en gros, Persévérance, c'est pas juste un rover, donc Persévérance c'est le rover qu'il y a sur Mars. C'est pas juste un robot comme ça qui va gratter des cailloux, c'est une pièce d'un programme global qui cherche à répondre à une question universelle, où est Fermi? Et eux, ils cherchent sur Mars. Donc merci à vous, continuez votre mission. Prochaine actu, on dit bonjour à un nouvel astre qui vient nous rendre visite. Heureusement, pas encore un alien, juste une comète. La comète Lemon, le petit citron, qui passera au plus près au 20 octobre. Et grande particularité, elle pourra être visible à l'œil nu. Vous savez qu'on aime vous présenter des spectacles spatiaux là. Cette fois, il y aura une comète qu'on pourra regarder à l'œil nu. Découverte de cette année, elle promet un spectacle dans les ciels sombres d'octobre. Elle pourrait devenir l'événement astronomique de l'automne, un moment à ne pas manquer. Ouais, c'est les comètes, c'est vraiment des reliques dans le système solaire parce qu'en les observant, en fait, on voit des archives du passé
et ça pourrait devenir des stars dans les recherches de Fermi ou dans la compréhension de l'univers. Et après avoir parlé de ça qui ne viendra que le 20 octobre, on a pour tout le mois de septembre en fait un guide du ciel de septembre, 10 événements qui sont immanquables, et certains qui ont déjà eu lieu. C'est un mois riche en phénomènes célestes, il y a des éclipses de lune, des oppositions de Neptune, des Saturnes éclatantes, des conjonctions de planètes. Les astronomes parlent d'une dizaine d'événements à guetter. Après la parade planétaire de juin, voici un nouveau festival cosmique. Et contrairement à un concert, pas besoin de billets. Le spectacle est offert par le ciel. Comme Vénus qui se glisse derrière la Lune le 19 septembre. Donc elle passera directement derrière la Lune dans un événement appelé Occultation, et ça sera visible dans toute l'Europe, au Groenland, dans certaines régions du Canada et en Afrique. Ailleurs, Vénus et la Lune apparaîtront encore extrêmement proches dans le ciel avant l'aube. Ensuite, une nouvelle lune pour observer les étoiles le 21 septembre. La même nuit, Saturne sera à son apogée, elle atteint l'opposition, assis juste en face du Soleil au vide de la Terre, la géante gazeuse qui sera brillante, visible toute la nuit, et une éclipse solaire partielle le 22 septembre. Le matin du 22 septembre, certaines parties du monde, vous pensez que c'est nous? Eh ben non. On l'avait vu au dernier Cosmo News, il y aura bel et bien une autre éclipse qui sera visible surtout du sud de la planète. Neptune qui sera à son apogée le 23 septembre. La galaxie Chaîne de Perles le 24 septembre. Les observateurs d'étoiles de l'hémisphère sud et des basses altitudes nord auront une vue magnifique sur NGC 55, connu sous le nom de la galaxie du Collier des Perles. Septembre est un mois spatial exactement. Il nous a offert plein de beaux spectacles et qui nous les offriront encore. On vous avertira au fil des Cosmo News. Mais en tout cas, voilà qui conclut ce super Cosmo News. Merci d'avoir voyagé avec nous dans cette semaine chargée, entre éclipses, tempêtes solaires, satellites, rovers et même une comète qui s'approche. C'est vous l'équipage du vaisseau. Sans vous, ce voyage n'aurait pas la même saveur. Vos réactions, vos étoiles, vos blagues. C'est ça notre carburant. Et l'univers, ce n'est pas qu'un décor. C'est une histoire qu'on décrit ensemble, semaine après semaine. Et préparez-vous car le prochain rendez-vous spécial sera Trouvons Fermi, le protocole, donc Fermi 4. Ce sera le 5 octobre. On va exploser les règles de l'invisible, les pactes cosmiques, peut-être même les stratégies que suivent les civilisations extraterrestres. En gros, on va ouvrir le dossier secret du cosmos, classé confidentiel intergalactique. Sortez vos casques et vos neurones, ça va secouer! Rendez-vous bientôt les Rexonautes pour un voyage encore plus absurde, plus épique et plus révélateur que jamais. Fin de transmission, protocole enclenché et bonne soirée. Oh,